Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, je reçois un amoureux, un passionné de la lecture. Et cet après-midi, je pense que je pourrais même dire un abonné de l'émission. Donc c'est pour ça que je me tourne vers mon invité et nous disons bonsoir à Pierre-Philippe Landau, qui est effectivement déjà venu à plusieurs reprises dans cette intéressante émission. Merci beaucoup pour le compliment, c'est sympathique. Et comme chaque après-midi, donc nous aurons la possibilité de découvrir ou revoir, ça dépend, un ouvrage que vous avez peut-être dû déjà lire ou entendre. Et je pense qu'avec Monsieur Landau, nous allons parler histoire, nous allons parler société, nous allons même réfléchir à notre position actuelle. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler d'un livre qui est intitulé Des nègres et des juges. C'est un livre de Madame Caroline Oudin-Bastide. Alors, Caroline Oudin-Bastide, on la connaît déjà puisque j'ai eu l'occasion de présenter l'un de ses livres il y a quelques semaines ici. Et donc, elle en a écrit plusieurs, et dont celui que nous allons évoquer aujourd'hui. Alors, c'est un livre qui est sous-titré, c'est intéressant parce qu'il a un sous-titre, est sous-titré « La scandaleuse affaire Spoutourne ». Alors, Spoutourne, c'est une habitation donc de la Martinique, de Trinité en particulier, où se sont déroulés la majeure partie des faits qui sont évoqués dans cette émission-là. Voilà. Alors, je voulais préciser au départ que l'émission, l'évocation du livre sera illustrée de beaucoup d'images, et je tiens à préciser que ce sont des images qui ont été récupérées à plusieurs sources différentes. Il y en a qui viennent de Facebook, il y en a qui viennent de livres anciens, il y en a qui sont des photos que j'ai effectuées. Donc, ce sont des photos qui, pour la plupart, évoquent des thèmes dont nous allons parler, mais qui ne sont pas les images véritables des personnages impliqués dans l'histoire. Voilà, donc j'ai choisi donc de montrer des images qui évoquent des personnages, mais ce ne sont pas ceux, bien évidemment, qui vivaient dans les années 1830. L'objectif est de nous accompagner. Voilà. L'objectif étant d'accompagner, de créer une ambiance propice à la réflexion. C'est très bien. Mais je pense qu'elles elles sont relativement judicieuses quand même. On verra. Bien. D'accord, allons-y. Alors, Caroline Oudin-Bastide, c'est donc une historienne, je l'ai rappelé tout à l'heure, qui s'intéresse beaucoup à la société antillaise martiniquaise des années 1830, qu'il a étudié de manière assez approfondie. Et elle va commencer ce livre-là, qui évoque la problématique de la justice donc dans la société coloniale. Elle va commencer son propos en faisant un tableau nécessaire de la situation aux Antilles en Martinique dans les années 1830. Sans cette situation-là, on ne comprend pas bien les événements qui vont suivre. Alors je vais faire comme elle-même a fait, c'est-à-dire que je vais commencer par une évocation du contexte de l'époque pour que nos téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Alors, nous sommes donc dans les années 1830 et c'est une période qui est extrêmement importante quand même dans l'histoire de la Martinique et dans son histoire sociale et judiciaire, je pourrais dire. Pourquoi ? Parce que il y a un certain nombre de phénomènes qui se passent et qui aménagent, si tu veux, une rupture avec l'époque antérieure. Qu'est-ce qui se passe donc aux alentours des années 1830? Donc il y a plusieurs faits concomitants qui sont aussi intéressants les uns que les autres. Alors au niveau de la France déjà, il y a le changement dans dans la gouvernance, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que le régime est en train de changer, le régime est en train d'évoluer. On passe de la monarchie de la Restauration, qui était une monarchie très réactionnaire, à une monarchie qui est plus libérale.
hein, avec l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, etc., etc. Voilà. Et donc, la classe politique française jette un regard beaucoup plus attentif et beaucoup plus bienveillant sur les luttes sociales qui se déroulent en Martinique. D'accord ? Et en particulier sur les luttes d'une catégorie très importante de la population antillaise, qui est celle des libres de couleur. D'accord ? Donc des personnes métissées qui ne sont ni esclaves, qui ne sont pas esclaves, mais qui ne sont pas complètement admises dans le groupe des hommes libres, qui n'ont pas tous les droits qu'ont les personnes blanches. Donc l'administration, la haute administration de la France, le pouvoir exécutif a un regard très bienveillant vis-à-vis de cette catégorie de la population et est en train de faire changer les lois pour que ce groupe d'individus évolue plus à l'aise au sein de la société. D'accord ? Bien. Donc, il y a ça, et notamment, ça va les entraîner à modifier l'organisation de la justice, d'accord, dans des conditions qu'on va analyser tout à l'heure. Hein, donc je vais préciser tout ça tout à l'heure, mais ils vont tenter ils vont modifier donc l'organisation de la justice pour la rendre plus libérale, plus à l'écoute, on dirait. Hein, et ça aura effectivement un impact certain en Martinique. Bien. Alors, toujours pour rester très, très général, justement, ces hommes de couleur libre auxquels l'État français, disons, accorde, auquel l'État français, vis-à-vis duquel l'État français se montre bienveillant. Donc c'est le groupe des hommes de couleur libre. Bon, j'ai expliqué rapidement ce que c'était. Et alors pourquoi ce groupe prend de l'importance ? Il prend de l'importance à la fois numériquement et puis socialement. Il prend de l'importance numériquement parce qu'il finit par devenir, aux alentours des années 1820-1825, aussi nombreux que les Blancs, parce que jusque-là, il n'avait été qu'une minorité, d'accord, 5 à 8% de la population, et autour des années 1825, ce groupe-là atteint les 10 à 12% de la population et dépasse petit à petit ce nombre-là. Donc, ce qui veut dire qu'ils deviennent plus importants que les Blancs. Et donc, les Blancs les voient comme des rivaux, d'accord, des gens dont il faut se méfier, d'autant plus qu'une bonne partie des fonctions, des professions que ces gens-là que ces gens-là ont comme métier sont des professions qui aussi sont occupées par certains Blancs. Donc il y a une espèce de rivalité sociale qui se met en place en même temps que la rivalité numérique continue de jouer au fur et à mesure que le temps passe. D'accord ? Donc, on va assister à un affrontement extrêmement... Alors, bon, cet affrontement est aussi de nature politique, puisque les hommes de couleur libre réclament des droits de plus en plus importants en relation avec leur importance numérique. Donc, ils vont exiger ces droits-là de manière de plus en plus manifeste, à la fois de manière pacifique, en écrivant par exemple des textes, comme celui de Bicêtre, que Bicêtre va écrire en 1823, et également en soutenant un certain nombre de révoltes se déroulant dans ces années-là. C'est notamment le cas de la révolte de 1811 qui a lieu à Saint-Pierre. C'est une révolte d'esclaves, mais elle est soutenue par des hommes de couleur libre. Même chose pour la révolte de 1830, qui est une révolte d'esclaves, mais qui est également soutenue par des hommes de couleur libre. Donc, les tensions politiques naissent de plus en plus entre donc, les hommes de couleur et les Blancs. Et donc, ça crée, si tu veux, une ambiance assez tendue, d'autant plus que ces hommes de couleur là, sont accusés d'être en bisbille, en relation avec la Nouvelle République d'Haïti, qui a une dizaine d'années d'existence. D'accord ? Et donc, alors, c'est vrai pour l'année 1822 que nous avons déjà évoquée, qui est l'année
pendant laquelle il y a donc une révolte d'esclaves, hein, cette fois-ci au Carbet, mais on raconte que ces esclaves-là sont soutenus de loin par la classe dirigeante haïtienne, par les Haïtiens qui, paraît-il, vont envoyer des bateaux pour les exfiltrer, etc., etc. Donc, les Blancs sont très, très, très inquiets de ce qui se passe en Haïti, parce que, pense-t-il, ça aura un impact, ça a un impact déjà, pense-t-il, à l'époque, sur le comportement des hommes de couleur libre et sur le comportement des Noirs. Tu vois? Donc ça crée effectivement de l'inquiétude. De l'inquiétude. Et cette inquiétude-là est aggravée également par d'autres faits internationaux. D'accord? À l'époque, l'Angleterre est plus avancée que la France en ce qui concerne son comportement vis-à-vis des esclaves. Donc l'Angleterre, n'oublions pas, a aboli la traite en 1807, en 2 temps, hein, en 1807 et puis en 1815, elle a aboli la traite. Et puis elle va aussi abolir l'esclavage lui-même en 1834. En plein dans la période qui nous intéresse. Oui. Donc, et on va voir, ça a un impact sur les faits se déroulant en Martinique. Bien. Donc, on est dans une période d'incertitude, de doute pour les Blancs, d'inquiétude pour eux, de poussée du groupe mulâtre, d'agitation des esclaves. Et sur ces entrefaites-là, donc, dans l'esprit que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre de réformes qui surviennent, et en particulier des réformes de l'institution judiciaire. Alors, l'institution judiciaire, c'était une institution qui était complètement, comment dirais-je, tenue, maîtrisée par les Blancs, et pas par n'importe quel Blanc, puisque les béquets étaient très bien représentés dans les strates, si tu veux, supérieures de la justice. C'est-à-dire que les plus hauts fonctionnaires de la justice, procureur du roi, juge à tel ou tel endroit, etc., l'essentiel de la justice était aux mains des béquets. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y avait des métropolitains, comme on dit aujourd'hui, qui étaient juges, mais il y avait aussi une bonne moitié, enfin, je n'ai pas de chiffre exact, mais je pense qu'on peut considérer qu'une bonne moitié, au moins, du personnel judiciaire était béqué, tu vois, ou bien lié familialement à des planteurs. Bien. Or, cette justice-là a évidemment un rôle dans la répression des esclaves. Un esclave qui doit être puni, et peut-être puni par son maître, mais aussi par l'institution judiciaire. Et on l'a vu déjà, toi et moi, puisque quand il y a des problèmes d'empoisonnement ou de prétendu empoisonnement perpétré par les esclaves, ces esclaves-là sont déférés à la justice, qui les juge, tu vois, et qui souvent les condamne. Donc, alors, qui les condamne très, 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 très durement. Hein, puis, c'est ils sont parfois brûlés vifs, des condamnations à mort, des pendaisons, des décapitations, des expulsions, comment dirais-je, des marquages au fer rouge, etc., etc. Sans parler des mises en scène, des mises en scène pour justement servir d'exemple. Alors, quand on punit ces gens-là, en particulier lors des condamnations à mort, il y a effectivement une mise en scène très bien organisée. On l'a vu à Saint-Pierre en 1822. Il y a des mises en scène très bien organisées pour terroriser les autres esclaves qu'on force à assister à ces exécutions-là. Bien. Donc, la justice est complètement partie prenante, si tu veux, du système esclavagiste. Bien. Et donc, en 1829, il y a une loi qui est édictée, qui sort, et qui modifie cet état de choses-là. C'est une loi qui sort en 1829, d'accord ?
Et c'est une loi qui stipule que, dorénavant, un certain nombre de délits qui étaient punis par cette justice-là ne seront plus pris en charge par elle, mais sera dorénavant pris en charge par un nouveau type de juge qu'on crée à ce moment-là, qui sont les juges de paix. Et les juges de paix, si tu veux, ce sont des juges de première instance, c'est-à-dire qui punissent les délits au quotidien, si tu veux. Bien. Et ces juges de paix-là vont se voir attribuer un certain nombre de prérogatives qu'ils vont utiliser de manière complètement différente de ce qui était celle des juges, disons, d'ancien régime, si tu veux. Bien. Alors, pour bien comprendre la situation, il faut que j'évoque maintenant un petit peu le fonctionnement de la société coloniale. Il faut que je rappelle quand même que la société coloniale de l'époque, c'est une société qui est extrêmement hiérarchisée. Elle est hiérarchisée racialement, mais elle est hiérarchisée professionnellement, si tu veux. Bien. Alors, je vais dire en quelques mots comment cette hiérarchie-là fonctionne. Donc, bien évidemment, vous avez en haut de la hiérarchie, vous avez les Blancs, qui donc possèdent les habitations et puis également donc sont très présents dans le système judiciaire. Vous avez les hommes de couleur libre ou les mulâtres, si vous voulez, et puis en dessous, vous avez bien évidemment les Noirs. Alors, ces trois groupes-là, c'est intéressant parce qu'il y a une hiérarchie entre les trois groupes, mais les trois groupes eux-mêmes sont hiérarchisés dans leur fonctionnement interne. Oui. C'est-à-dire que si on prend le groupe des Blancs, au sein de la population blanche, il y a une hiérarchie assez nette. Et cette hiérarchie-là, elle comprend qui? Alors, elle comprend en haut les possesseurs d'esclaves, qui sont les possesseurs des grandes habitations. C'est le cas notamment de la famille Dubuc, qu'on connaît bien, qui est une famille installée à Trinité depuis au moins 2 siècles et qui possède pratiquement tout le territoire de l'actuelle commune de Trinité. D'accord? Tout bien. Mais ces propriétaires-là, ils ne sont pas toujours résidents en Martinique même. Hein. Ils n'habitent pas toujours sur place. Ils laissent, si tu veux, leur pouvoir à des gérants, des contremaîtres, si tu veux, qui sont, eux, sur place en permanence. Et ces contremaîtres-là sont souvent extrêmement durs vis-à-vis des esclaves. Et parfois plus durs que ne le seraient les propriétaires même des esclaves. Bien. Alors, il faut savoir que ces blancs-là, enfin les blancs, les propriétaires, si tu veux, les habitants, les propriétaires d'habitation, en fait tous les blancs en général, hein, mais plus particulièrement les propriétaires d'habitation, ils sont organisés, c'est très important ça, ils sont organisés militairement. D'accord? C'est-à-dire que ce sont des gens qui se réunissent tous les dimanches, qui mettent un uniforme, qui se réunissent après la messe, qui mettent un uniforme militaire et qui s'entraînent à tirer, à des activités militaires, si tu veux, et guerrières. D'accord? Et ces gens-là, ce groupe ces gens-là forment donc ce qu'on appelle la milice. D'accord? Et cette milice-là, elle est très utilisée à la fois en temps de guerre, mais elle est utilisée également pour tout ce qui concerne la répression du marronnage, la poursuite d'esclaves marrons, la lutte contre le marronnage, etc., etc. Et qui est-ce qu'on trouve à la tête de cette milice? Eh bien, on trouve les habitants, c'est-à-dire les béquets, les propriétaires les plus riches, les plus en vue. Tu vois? Donc, l'organisation strictement économique, si tu veux, donne naissance parallèlement à une organisation militaire qui est bien évidemment complètement à l'écoute, ou bien le reflet, si tu veux, des desiderata, du comportement, de la volonté des propriétaires d'esclaves. Tu vois? Bien.
Voilà comment fonctionne la milice. Et on va voir que dans l'affaire qui nous intéresse, il y a un possesseur d'esclaves qui est un chef de la milice qui va jouer un rôle très très important, très engagé dans les faits à venir. Alors, bien, ça c'est la situation générale. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1828, puisque c'est un petit peu le début de notre affaire? Il y a un jeune juge de paix, d'accord? Donc un nouveau poste qui est créé. Il y a un nouveau juge de paix métropolitain qui est nommé à Trinité, qui s'appelle Belle-Tête. Bon, c'est son vrai nom, Belle-Tête. Donc qui ne connaissait pas du tout les Antilles, qui est nommé en Martinique, etc., qui arrive et qui se met à juger en fonction de la loi. Non pas en fonction du comportement habituel des colons, des béquets, des habitants, des blancs, appelle ça comme tu veux, mais qui se met à appliquer la loi. Et il se met à prendre une série de décisions, bien évidemment, qui vont entrer complètement en contradiction avec ce qui était, jusque-là, le comportement habituel des juges béquets, des juges dévolus, dévolus complètement dévoués, si tu veux, à la cause coloniale, à la cause esclavagiste plus précisément. D'accord? Donc il va prendre une série de décisions qui vont énormément choquer les Blancs. Alors, donc ce sera vraiment, pour la boutade, vraiment un juge de paix, il va apporter davantage de... c'est ce qu'on pouvait penser dans un premier temps, que son expertise, sa compétence allait justement amener la paix dans l'arrondissement où il était nommé, et en particulier sur le territoire de la paroisse de la Trinité. Mais c'est exactement le contraire qui se passe. Alors effectivement, pour te donner raison, il commence à prendre des décisions qui vont complètement, pense-t-il, être équitable vis-à-vis des hommes de couleur et vis-à-vis des esclaves. Alors, vis-à-vis des hommes de couleur, par exemple, eh bien, il fait libérer un mulâtre qui était emprisonné sans jugement depuis 1823, depuis pratiquement 6 ou 7 ans. Hein? Il avait fait je ne sais trop quoi, et donc on l'avait emprisonné, mais sans jugement depuis un bon moment. Il le fait libérer, puisqu'il n'y avait pas eu de jugement. Il condamne un blanc qui avait fait incendier l'habitation de mulâtre. Il condamne le blanc. Il ne se gêne pas. Il somme un béquet, un autre béquet qui s'appelait Chastelus. Il le somme de cesser de persécuter ses esclaves à lui. Et il va même jusqu'à recevoir la plainte d'une esclave qui avait été brûlée par son maître. D'accord? Il la reçoit et il la fait soigner par le médecin du roi, c'est-à-dire par un fonctionnaire, si tu veux. Hein? Et il traduit même son maître devant les tribunaux. Enfin, il engage une plainte, si tu veux, contre le maître de cette malheureuse esclave. D'accord? Alors, tu imagines que, alors, ces décisions-là sont prises dans les années 1828, 1829 et puis au début des années 1830, tu vois. Et donc, alors, tu imagines bien qu'au fur et à mesure, les béquets de Trinité sont complètement enragés contre ce juge métropolitain-là et veulent lui faire la peau. Il n'est pas question pour eux de supporter que ce type-là contrevienne complètement. Alors bien évidemment au début ça a été ça a été on a essayé de le séduire, de lui faire comprendre que oui, bon, il était dans un pays assez particulier, qu'il fallait aller dans le sens des blancs, etc. On l'a invité chez un tel. Donc il n'est pas rentré dans ça. Je n'ai pas rentré dans ça. Et puis, il a pris ses décisions, qu'il estimait justes, quoi, tu vois. Et les béquets lui en ont énormément voulu. Alors, parmi ces béquets-là, il y en avait un qui lui était particulièrement hostile. C'était un dénommé Belle-Île en un seul mot, et qui était commandant de milice, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y avait un rôle quand même très important.
hein, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et au fur et à mesure que le temps a passé, ce type-là était tellement hostile à Belle-Tête, ce juge de paix-là, qu'il a même menacé à un certain moment de se rendre à Saint-Pierre et de brûler le tribunal de Saint-Pierre. Parce que, comme Belle-Tête, était en relation avec les juges de Saint-Pierre, il estimait que cette nouvelle organisation de la justice n'était pas ce qu'il fallait, parce que trop proche, trop équitable, si tu veux. Et il a menacé de descendre à Saint-Pierre avec des types en armes et de foutre le feu au tribunal de Saint-Pierre. Tu vois ? Donc c'est un type qui est allé très 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 loin dans son hostilité à la nouvelle organisation judiciaire. Tu vois, c'était un extrémiste, quoi, on dirait aujourd'hui. Hein? Et donc, forcément, le conflit ne pouvait que se compliquer avec notre juge métropolitain, Belle-Tête. Bien, alors ils se sont mobilisés pour le faire partir à cette période-là. Et parallèlement au conflit, si tu veux, parallèlement au conflit entre Belle-Tête et Belle-Île, il y a une autre affaire qui va éclater à Trinité à la même période, c'est l'affaire de Lens Spoutourne. D'accord ? Alors Spoutourne, c'est une habitation qui existe encore, hein. C'est les ruines de l'habitation, enfin pas les ruines puisqu'elle est habitée, hein. En tout cas les constructions de l'habitation, et donc certaines ruines existent encore. C'est une habitation qui se trouve sur la presqu'île de la Caravelle, d'accord, voilà, pas très loin de Lens-l'Étang pour ceux qui connaissent, pas très loin de Taortane, enfin à Taortane quoi, pour aller vite, hein, à Taortane, donc ça permet aux gens un petit peu de voir de quoi il s'agit. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Spoutourne, à l'habitation Spoutourne, en 1831 ? Eh bien, il y a un cadre de cette habitation-là, qui n'est pas le propriétaire, mais qui est un gérant, un contremaître, si tu veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a personne au-dessus de lui parce que la propriétaire n'est pas là, qui s'appelle Madame Dubuc, et lui, alors il a un nom lui aussi qui est complètement à l'opposé de sa personnalité, puisqu'il s'appelle Vermeil. Il s'appelle Vermeil, c'est un métropolitain lui aussi, il a 31 ans, et il est en poste à Spoutourne depuis les années 1828 à peu près aussi. Et depuis 1828, il s'est livré à une série d'exactions extrêmement graves à l'égard d'esclaves, et donc comment dirais-je, petit à petit, il a suscité, si tu veux, l'exaspération des esclaves. Bien. Alors, il a été très cruel avec eux, hein. Au fur et à mesure que le temps a passé, on va préciser on va préciser tout à l'heure. On verra en détail ce qu'il a fait de scandaleux. En fait, lui, c'est l'opposé de Belle-Tête. Alors, c'est l'opposé, mais radical de Belle-Tête. À tel point que, alors, c'est tellement l'opposé de Belle-Tête qu'un jour, en février 1831, les esclaves, sachant que Belle-Tête prêtait une oreille attentive au malheur des Noirs, des esclaves vont le voir, se rendent, donc laissent Spoutourne, descendent à pied au bourg de Trinité et se rendent au tribunal donc où siège Belle-Tête. Ils se plaignent de Vermeil, d'accord ? Et Vermeil, connaissant quand même la société coloniale, etc., au fond de lui, il pense qu'ils ont raison de se plaindre, mais il ne peut pas, en tant que blanc, leur donner raison quand même à 100%. D'accord ? Donc, il joue sur les deux tableaux. Il leur demande de retourner sur leur habitation, sur Spoutourne, mais il leur promet de s'entretenir avec Vermeil et de lui faire la leçon. Donc, il convoque Vermeil le même matin. Donc, Vermeil descend au tribunal de Trinité. D'accord ?
où il arrive vers 9h, 10h, enfin, tout ça est assez précis. Il arrive vers donc 10h du matin, il s'entretient avec Belle-Tête, et pendant qu'il s'entretient avec lui, les esclaves qui étaient restés à Spoutoun apprennent que l'entrevue a lieu, et ils décident, pour faire pression, si tu veux, sur le juge, ils décident de descendre au tribunal et puis de faire valoir leurs arguments, machin, etc., etc., etc. Voilà. Donc, ils le font. Donc, tu as 100 esclaves qui envahissent le tribunal et puis qui protestent, quoi, qui manifestent, qui font du bruit, du chahut, qui vocifèrent, qui hurlent, qui demandent justement la punition, enfin, qui demandent que, comment il s'appelle là, que Vermeil arrête de faire ces exactions, quoi. Tu vois, ces cruautés, ces tortures, ces trucs-là. Bien. Donc finalement, le juge arrive à calmer la situation et il arrive à faire les esclaves remonter à Spoutoun. D'accord ? Bien. Mais il ne leur donne pas complètement tort. Tu vois ? Donc le fait qu'il ne leur donne pas tort, ça irrite un certain nombre de blancs, de Békés, et en particulier le dénommé Belle-Île dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu vois ? Donc Belle-Île, donc ça se passe le 12 février, hein, le 8 février, pardon. Cette invasion donc du tribunal, ça se passe le 8 février 1831. Et donc, quelques jours après, Belle-Île décide, pour faire pression sur le juge, pour le punir de ne pas s'être bien comporté, entre guillemets, il va à Spoutoun, il kidnappe littéralement 6 esclaves, qu'il enchaîne et qu'il fait emprisonner. D'accord ? En leur demandant de dire que c'était lui, Belle-Tête, qui avait demandé aux esclaves d'accuser Vermeil injustement, quoi. Tu vois jusqu'où ça va? Donc il y a une espèce de complot qui se met en place contre Belle-Tête, à la tête duquel se trouve Belle-Île, et Belle-Île va jusqu'à kidnapper pratiquement des esclaves, les faire mettre en prison pour faire pression sur eux, pour enfoncer Belle-Tête. Tu vois? Bien. Alors parmi ces esclaves-là, je donne son nom parce qu'on va revenir sur ça tout à l'heure. Parmi ces esclaves-là, il y en a une qui s'appelle Tine. Enfin, parmi ces noirs-là, ces personnes-là qu'il va kidnapper à Spoutoun, il y en a une qui s'appelle Tine, Bon, on va revenir sur son cas tout à l'heure, qui est une esclave, mais en voie de libération, si tu veux. D'accord? Bien. Donc, elle est elle aussi prise et elle est emprisonnée, elle est enchaînée, elle est emprisonnée, et ces gens-là vont rester... Alors ça se passe en février 1831, et ces gens-là, ces 6 esclaves-là, vont rester en prison pendant 3 ans, alors avec des fortunes diverses et des modifications dans leur statut de prisonnier. Parce qu'il y aura toute une polémique justement sur ce fait-là. Et donc, comment dirais-je, la résolution de leur cas va traîner. Et ce n'est qu'en 1834 on va voir de quelle manière leur pérégrination se termine. Bien, alors, donc, nous sommes en février 1831. Donc, Belle-Tête a été mis devant le fait accompli, si tu veux, puisque, Belle-Île a fait un petit peu ce qu'il voulait. Et donc, il est tellement excédé par le comportement des Békés qu'il finit par écrire une lettre au plus haut responsable de la colonie et de l'État pour expliquer ce qui se passe à Trinité. Tu vois, et les difficultés auxquelles il est confronté. Donc, il écrit une lettre au gouverneur de la Martinique. Il écrit une lettre au gouverneur de la Martinique. Il écrit une lettre au gouverneur de la Martinique. Il écrit une lettre au gouverneur de la Martinique, au procureur général
de la Martinique, donc au procureur du roi, on dit à l'époque, hein, mais aujourd'hui on dirait au procureur de la République, hein, bien évidemment. Donc, et puis il écrit une lettre au ministre de la Marine et des Colonies. Et ces trois personnes-là, il explique comment les choses sont difficiles, comment il y a des gens qui font un petit peu n'importe quoi, qui ne respectent pas la loi. Lui veut respecter la loi, bon, des gens qui font un petit peu n'importe quoi. Et il dénonce la cruauté de Vermeil. Il donne les noms. Il donne les noms. Ah oui, il donne les noms. Il donne les noms, il donne les circonstances, il donne le déroulé des faits, il donne des précisions. Ah oui. Il fait une vraie lettre une vraie lettre, quoi, tu vois. Et il menace même de se porter partie civile aussi, notamment vis-à-vis de Belle-Île, parce qu'il estime, lui, avoir été, méprisé dans ses prérogatives. Tu vois? Donc, il va très très loin. Il est excédé, il en a marre, et ces lettres-là auront eu un certain nombre de conséquences par la suite. Tu vois? Bien. Alors, est-ce que tu aurais des questions à me poser à ce niveau de ma présentation? Par rapport à ta présentation, moi je trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, le personnage de Belle Tête sympathique. Ah, mais il est forcément sympathique. Il est forcément sympathique. J'ai envie de dire la suite. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'il est révoqué? Alors, justement, il va. Alors, déjà, bon, alors, on a essayé de faire pression sur lui par de bien des moyens, des moyens, et en particulier. On a même envoyé au procureur et à ses chefs hiérarchiques, au gouverneur aussi vraisemblablement, je pense. On leur a mis. Donc on a exercé sur lui une certaine forme de chantage. D'accord? On a fait dire qu'il y avait des preuves matérielles, comme quoi il avait, magouillé, il s'était fait payer dans je ne sais plus trop quelle affaire, quelles circonstances, etc. Et que, s'il ne se calmait pas, on révélerait, avec les détails, ce qu'il avait fait et tout. Mais il a résisté au chantage, quand même. Il a résisté au chantage, mais au fond, il en a eu marre à un certain moment, tu vois. Il en a eu marre, il a été assez écœuré, et il a fini par demander sa mutation en octobre 1831. Donc très vite après les faits du tribunal, tu vois, il a demandé sa mutation ailleurs. Tu vois, alors ça a traîné, parce que dans un premier temps, il a obtenu un congé sans solde, il est parti en France pendant 6 mois, il est retourné en Martinique, sa mutation a pris du temps, etc. Et il a fini par être muté en Guadeloupe. Il a été muté en Guadeloupe en août 1833 et il est resté d'ailleurs assez longtemps en Guadeloupe. Il est resté près d'une vingtaine d'années en Guadeloupe et à tel point que l'abolition de l'esclavage, quand l'abolition de l'esclavage est arrivée, il se trouvait en Guadeloupe en 1848. Donc 15 ans après sa mutation de la Martinique. Il a eu des enfants, il a eu le temps d'avoir des enfants, etc., etc. Et quand l'abolition de l'esclavage est survenue, il a écrit des textes pour dire, on trouve une situation normale, les esclaves qui ont tant souffert ne souffrent plus maintenant. En fait, il avait dès le départ une sorte de fibre abolitionniste. Absolument, non, il avait une fibre abolitionniste, mais qui était, si tu veux, dissimulée, tempérée, par la nécessité de se plier quand même aux lois du moment, parce que sa fonction faisait qu'il ne pouvait pas, affronter, résister frontalement au système juridique en place. Ni à l'esclavage lui-même, mais il avait une fibre abolitionniste assez marquée, tu vois, et donc il a résisté aux pressions, mais en fin de compte, parce que il faut bien voir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que les béquets font pression de manière diverse et variée, si tu veux. C'est-à-dire que on essaie d'abord d'intégrer le nouvel arrivant dans l'ambiance de la société coloniale, lui faire comprendre un certain nombre de choses. Et puis, s'il ne comprend pas, vraiment, on s'affronte directement, on se confronte directement à lui, tu vois. Donc,
il a été très courageux. Alors, on va voir que ce jeune magistrat n'a pas été le seul à changer le comportement des juges au tournant de ces années 1830. D'accord ? Il y a lui et puis il y a deux autres juges dont je vais donner les noms tout à l'heure. Alors, quand il a écrit ses lettres aux différents responsables, ça a eu quand même un impact. Tu vois, parce que les différents responsables se sont dit, mais non, c'est pas possible que ce type-là nous raconte autant de choses. Il faut vraiment réagir, quoi, tu vois. Et ils ont décidé de créer une commission d'enquête. Ce qui est déjà notable, tu vois. Ça se serait passé il y a 50 ans plus tôt, il n'y aurait pas eu de commission d'enquête. Donc, ils ont décidé de créer une commission d'enquête dans laquelle on trouvait donc les plus hauts fonctionnaires du moment, civils et militaires. Donc on trouvait notamment le procureur, le gouverneur, donc le procureur du roi, je l'ai dit, et on trouvait aussi deux autres juges, l'un s'appelant Duquesne et l'autre s'appelant Juston. D'accord ? C'était également des juges métropolitains, tous les deux, Duquesne et Juston, donc qui étaient un petit peu de la même sensibilité que notre belle tête, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient une certaine méfiance vis-à-vis de la société coloniale et de l'idéologie coloniale. Donc, Juston étant directeur intérimaire au parquet de Saint-Pierre. Bien. Donc, cette commission d'enquête se crée là. Donc, déjà, elle est assez, comment dirais-je, elle n'est pas homogène idéologiquement à cause de ces deux gars-là, d'accord ? Et donc, alors, elle se met, et elle compulse un petit peu elles analysent la situation, et elle finit la commission d'enquête, justement, par sortir un certain nombre de conclusions. Alors, ces conclusions-là, bon, tu l'imagines, sont assez partagées. Il y a à la fois la volonté de respecter les colons et le système colonial, et puis en même temps, il y a la volonté de créer une équité, si tu veux, dans les jugements vis-à-vis des gens de couleur en particulier. Alors, elle décide donc deux choses. Elle décide d'envoyer les 6 esclaves en question à Porto Rico. Donc ça, c'est une mesure plutôt de répression, mais elle ne sera pas suivie d'effet. Alors, une petite parenthèse, c'est très intéressant parce que ces 6 esclaves-là qui avaient été kidnappés et dont il a été question de les envoyer à Porto Rico, Belle-Île avait argumenté à un certain moment qu'ils étaient des empoisonneurs. Donc on retrouve une chose dont on a déjà parlé, c'est le rôle que joue le fantasme de l'empoisonnement chez les Blancs. D'accord ? C'est très efficace comme mode d'accusation. Donc, voilà. Donc, Et, deuxième chose, la commission d'enquête décide de démettre Vermeil de ses fonctions. Tu vois, ce qui n'est pas anodin. Ça, c'est bien. Ce qui n'est pas anodin et qui ne se serait pas passé comme ça 50 ans plus tôt. Oui, ça, c'est clair. Nous sommes d'accord. D'accord. Bon. Donc, alors, la commission d'enquête, bon, elle discute, etc., etc. Et finalement, elle effectue. Donc, elle décide de déférer Vermeil, non seulement de le démettre de ses fonctions, mais de le déférer devant un tribunal. Et il finira par passer en cour d'assises quelque temps après. Mais comme il ne faut pas le punir trop quand même, il ne faut pas donner... voilà, on le fait passer en cour d'assises, mais on ne le punit que pour certains des crimes qu'il avait commis. Alors que tous les crimes, en fait, relevaient de la cour d'assises. Bon, alors je te donne un exemple des crimes qu'il avait commis. Pendant ces 6 ou 7 années à la tête de Sputum, il avait enfermé abusivement des Noirs dans une geôle et il avait causé donc la mort par asphyxie d'une des personnes emprisonnées, qui s'appelait Émilienne, d'accord, qui était enceinte en plus,
à ce moment-là. Il avait également fait fouetter considérément des esclaves, bon, dans des conditions absolument épouvantables, y compris des esclaves âgés, etc., etc., tu vois. Il avait privé de liberté des Noirs qu'il accusait d'avoir volé une embarcation, etc., et il avait donc torturé un jeune garçon, enfin un jeune esclave qui avait une vingtaine d'années et qui était mort des suites des tortures qui lui avaient été infligées. D'accord ? Donc tu vois qu'il avait quand même un passif assez lourd. Bien. Donc la commission d'enquête, enfin le tribunal, les assises, ne le juge pas pour tout. D'accord ? Il passe l'éponge sur un certain nombre de ces crimes qui étaient quand même abominables. D'accord ? Et il ne le juge que pour l'étouffement de l'esclave qui avait été emprisonné, pour Émilienne. D'accord ? Elle s'appelait Émilienne. Et donc, on ne le juge pas pour tout, on le juge seulement pour ça. Et il ne fait pas de la prison. D'accord ? En guise de punition, il est simplement condamné à payer 1024 francs de dommages et intérêts. Alors, je n'ai pas converti en euros, hein, mais j'aurais pu le faire parce qu'il y a des logiciels qui permettent de convertir les anciens francs en euros. Donc il faut que je le fasse là. Je vais convertir et je saurai. Mais donc il a été converti à 1024 francs de francs de 1830. Hein. Bon, je ne pense pas que ce soit une somme faramineuse, hein, mais il a été néanmoins converti. Bien, alors, donc, le problème Vermeil a été réglé comme ça. Et donc, par la suite, dans les années qui ont suivi, c'est le problème des esclaves emprisonnés depuis le début qui a continué à se poser, ces fameux 6 esclaves-là. Alors c'est la commission d'enquête qui s'est chargée de l'application des sanctions. Donc, comme la commission d'enquête avait un comportement assez comment dirais-je, qui se modifie, assez, aide-moi, le mot ne me vient pas, un comportement assez modulable, quoi, variable, oui. Pas rigoureux, si tu veux. La commission d'enquête va, l'emprisonnement des esclaves en question va être plus ou moins adouci. Et au lieu de les expulser à Porto Rico, on va finir par les envoyer à Fort-Royal, à Fort-de-France, où il y avait un petit bagne. On a déjà vu ça une première fois, mais pas un bagne très, très dur, tu vois. Il réparait des chemins, il confortait des berges de quai, il faisait des choses comme ça. Donc bon, ça signifie qu'on considérait qu'il n'était pas si coupable que ça, tu vois. Donc ils vont rester environ 4-5 ans dans Fort-Royal, tu vois, à faire des travaux de ce genre-là. Et puis finalement, en 1834, ils vont s'évader, figure-toi, et ils vont s'évader où ? Ils vont s'évader à Sainte-Lucie. Pourquoi Sainte-Lucie ? Parce que l'année d'avant, en 1833, on avait aboli l'esclavage dans les colonies anglaises. Donc, ils vont retrouver, quand ils arriveront à Sainte-Lucie, ils vont retrouver 600 esclaves martiniquais qui avaient déjà là, qui avaient fui eux aussi, et ils vont finir leur vie, en fait, à Sainte-Lucie. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Philippe pour cette présentation. Tu nous as fait nous replonger dans l'ambiance. Ce qui est intéressant, c'est que la réalité n'est jamais toute noire ou toute blanche. Non, mais absolument. Et quel que soit le camp, il y a eu des juges sympathiques pour la cause abolitionniste. Absolument. En tout cas, si comme Pierre-Philippe, vous souhaitez présenter un ouvrage qui vous tient à cœur, vous pouvez le faire. Il suffit de composer le numéro qui va s'afficher, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau. En tout cas, Pierre-Philippe, merci beaucoup. Merci Ludovic de m'avoir reçu cet après-midi. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir pris ce temps pour être avec nous aussi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.